C'est l'hiver en Californie du Nord. Nous voici en route vers le sud, au-dessus de la Lost Coast, la côte dite perdue en Californie. L'idée est de voler d'un extrême à l'autre de cet immense État de l'Ouest américain. Descendre du nord au sud pour rejoindre par les airs la frontière avec le Mexique, en longeant la côte. Près du parc national de Redwood, nous sommes chez les Indiens Yurok, les premiers habitants de ces rivages entre mer et forêts de séquoias. Comme dans le reste de la Californie, on surfe le long de la côte perdue, été comme hiver. Sauf qu'ici au nord, l'eau est souvent à moins de 10 degrés. Ça, c'est un hélicoptère gelé. Garner, notre pilote originaire de San Diego, une ville à l'autre bout de la Californie, est comme son appareil, congelé. Et quelle est la température actuellement? Moins 2 degrés. C'est le mois de décembre. Les journées sont courtes et froides. En cette saison, beaucoup de Californiens du Nord fuient l'hiver et quittent la région. On va leur emboîter le pas. Il suffit parfois de quelques heures pour que le brouillard se disperse ou revienne d'un coup. Il est parfois plus tenace, en bord de mer, là où les courants froids et profonds du Pacifique remontent et rencontrent sur les côtes l'air chaud de la Terre. S'il y a bien une ville au monde où le brouillard joue parfois des tours, c'est San Francisco et sa baie. Il est 17h et ce soir, coup de chance, tout est clair. Stephen Price vit dans la baie de San Francisco, où il dirige une petite compagnie d'aviation. Quand tu voles en hydravion, il y a très peu de contraintes. Alors que lorsque tu dois te poser à l'aéroport international de San Francisco, il y a une tour de contrôle qui te dit comment atterrir, quelle est la longueur de la piste que tu dois prendre, la direction du vent. Alors qu'en hydravion, c'est le pilote qui décide. Il regarde la mer pour connaître la direction du vent et il juge lui-même où et comment atterrir. Et puis ces appareils te permettent d'aller dans des endroits perdus, où peu de monde a la chance d'aller. Tu prends ton appareil, tu décolles de la mer, et tu peux survoler des lacs et atterrir. À 45 minutes d'ici, tu es loin de tout. C'est merveilleux. Près des maisons bateaux du quartier de Sausalito, la base des hydravions de Steven. C'est un très très grand coefficient de marée en ce moment. On a les plus hautes marées de l'année ce week-end. Ce n'est pas très commun.
It's a little unusual. Avec la casquette bleue, Charlie, le commandant de bord de l'hydravion blanc et jaune, pas tout jeune non plus. Combien de vols? Pendant combien d'années? Je n'en sais rien. Trop. Des milliers depuis 39 ans. Pas blasé? Ah non. Jamais. Charlie a 66 ans. Sa carrière a juste connu quelques semaines d'interruption après le 11 septembre à New York. Craignant d'autres attentats, les autorités avaient fermé l'espace aérien au-dessus des grandes villes américaines. Et puis les vols ont repris. Le vrai changement aujourd'hui pour Charlie, c'est qu'il y a plus en plus de bateaux sur l'eau dans la baie de San Francisco. Avant, on se posait là. Pendant 10 ans, on allait là en ville, au quai 39. Mais c'est devenu trop dur de se poser. Trop de bateaux partout, surtout l'été. La prison d'Alcatraz, le Golden Gate, presque libre comme l'air, les passagers comme le pilote se régalent au-dessus de cette ville unique, où même les frais dimanches d'hiver, la longue plage d'Ocean Beach n'est jamais déserte. Dernier coup d'œil vers le Golden Gate et la baie de San Francisco. Déjà, on a le sentiment d'avoir changé de pays. La végétation, sans doute. D'autres couleurs. D'autres essences. À vol d'oiseau, Los Angeles, l'autre métropole de Californie, est à 500 km d'ici. Entre les deux grandes rivales, il y a Big Sur. Loin du tumulte des villes et de leurs millions d'habitants, un solitaire semble s'être garé pour l'éternité, seul au monde, avec les animaux sauvages. Un camping-car sur un promontoire, là-bas. Un château de la démesure, bâti par un magnat de la presse, ici. Les côtes de Californie cultivent les extrêmes, sans vergogne. Le yin et le yang de la société américaine. Un brin d'unité se détache pourtant autour de Big Sur, Grand Sud, un mot anglais et un mot espagnol pour désigner cet espace protégé connu pour sa route, parmi les plus panoramiques de tous les États-Unis. La California State Route 1, qui suit le Pacifique. Cette route mythique, beaucoup l'empruntent encore après avoir lu Jack Kerouac ou Henry Miller, deux écrivains en rupture de banc avec les mondes urbains, qui s'exilèrent ici, comme sur une île. De rares campings permettent aux voyageurs de connaître des instants de grâce, dormir au son du Pacifique, l'horizon bleu à perte de vue. Des hôtels, des instituts de santé proposent aussi des séjours plus cérébraux, repos, quête de soi et de son corps à l'aplomb des falaises. La main de l'homme s'est décidément faite discrète dans cette région. Pas d'étalage ostentatoire dans une nature préservée où il a bien fallu construire des ponts. La route,
La route numéro 1, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre route numéro 1, sur la côte est des États-Unis, s'achève ou débute, c'est selon, au pied d'une plage et de cette maison phare, sorte de poste frontière avec le reste du monde, comme un pavillon d'octroi. À une centaine de kilomètres au sud de Big Sur, radical changement d'ambiance. Il n'y a sans doute pas grand-chose de commun entre ceux qui vont camper près de la route numéro 1 et les amoureux des dunes d'Oceano Beach, le plus grand terrain de jeu de la côte ouest des États-Unis, la capitale des amateurs de sports mécaniques dans le sable. J'adore le tout-terrain, les quads, les 4x4. Et ce n'est pas dangereux? Un peu. Il faut savoir rester prudent. Très prudent. Ils sont parfois 5000. Ils dorment sur place, font des feux d'artifice la nuit, et dans la journée, s'amusent à arpenter les 30 km de dunes d'Oceano Beach. Ils viennent toute l'année du monde entier pour s'ensabler comme ça. Je vais leur donner un coup de main. C'est ça. On reste assis là à attendre qu'il se passe quelque chose. À rire de leurs bêtises. On poursuit notre route sud avec toujours davantage de soleil. Après les dunes livrées au forçat du tout-terrain, voilà maintenant un champ de derrick, qui plus est flambant neuf et en pleine action. Comme quoi, toute la Californie n'est pas forcément au diapason d'un État qui se voudrait modèle en matière d'écologie en Amérique du Nord. Revenus au plus près de la côte, dans les parages de Santa Barbara, d'autres campeurs encore, en famille et en caravane chauffée, garés sur un emplacement encore plus convoité l'été. Quelques kilomètres plus à l'est, il n'est plus question de parking, plus ou moins sédentaire. Nous voici au pays des villas parmi les plus chères au monde, où rares sont les plages accessibles au quidam moyen. Malibu. D'un côté, il y a la plage et la mer, et de l'autre, il y a la route, une quarantaine de kilomètres. Et entre les deux, il y a ces maisons sur pilotis, bien serrées les unes contre les autres, dont celle de Bob Dylan, Cat Stevens, Sting ou Barbara Streisand. Que du beau monde. Tout le Gotha du showbiz. Sauf un, qui avait préféré s'isoler au loin, au pied des montagnes, dans l'arrière-pays. Neverland est une immense propriété de plus de 1000 hectares. Un ranch avec un zoo, un petit train, un mini Disneyland, où Michael Jackson s'isolait, invitait fans et familles grands et petits. Toujours entretenu, Neverland deviendra peut-être un jour comme Graceland pour Elvis Presley à Memphis. Un musée à la gloire d'un musicien,
à la gloire d'une époque. Nous voilà dans la fabrique d'images qui font rire ou pleurer le monde entier. La capitale de la fiction, la ville des stars, des psys pour chiens et des rues sans trottoir. Los Angeles. Une ville infinie, multiple, une ville que beaucoup d'Américains adorent détester. Une gigantesque métropole où tout semble artificiel, sauf peut-être du côté de ses plages. À Los Angeles aussi, il existe ces parkings en bord de mer réservés aux snowbirds, ces Américains qui, comme des oiseaux migrateurs, volent du nord au sud pour rechercher le soleil. Des nomades modernes, en camping-car géant. Los Angeles compte des dizaines d'aéroports, la plupart réservés aux vols privés. Le Wildman Airport est la base des Newscopters, les hélicoptères des News TV, les chaînes de télé qui couvrent l'actualité depuis le ciel. Tim pilote et commente. Robert filme et gère la transmission des images. Quand ils ne volent pas, ils sont à l'écoute de la ville, les scanners branchés sur les fréquences des pompiers ou de la police, prêts à bondir dans leur appareil. Il y a 5 hélicoptères pour les chaînes d'infos de Los Angeles. Ça fait partie de notre travail d'écouter la police ou les pompiers, tout ce qui est peut-être susceptible d'être diffusé. Tous les événements comme les feux ou les courses-poursuites. Le truc, c'est d'être les premiers en l'air. Être les premiers quand par exemple un feu se déclenche. Et on reste pour voir comment ça évolue pour le prochain journal d'info. En quelques minutes, ils sont tous là. Les avions des radios au-dessus des hélicoptères des télés. Il est 18h. La soirée des Newscopters débute par un incendie au nord de la ville. Routine. Course-poursuite, naufrage, noyade sur une plage, meurtre, enlèvement. Les Newscopters n'arrêtent jamais. Sur tous les coups, à toutes les heures du jour et de la nuit, dans cette ville, en mouvement perpétuel.
Ce soir, la visibilité est exceptionnelle. Au cœur de cette ville toute plate, souvent noyée dans des nuages de pollution, les rares buildings regardent le soleil tomber dans l'océan. Retour au-dessus du Pacifique, un clin d'œil au transatlantique le Queen Mary, un crochet par Long Beach, le port immense, intense, complexe de Los Angeles, et nous voilà en route au-dessus d'un espace urbain continu. De part et d'autre d'une autoroute, les banlieues se succèdent au bord du Pacifique. 200 km de ville ininterrompue entre Los Angeles et San Diego. Il existe ici, en Californie du Sud, un phénomène immobilier, les gated communities. Gated comme porte, grillage, barrière. Les gated communities sont des communautés fermées, protégées pour privilégiés. Il s'agit de lotissements modernes, pratiques, équipés de piscines, parfois de golf, où sans voiture, on n'est rien. Ici, pas de mélange, plutôt des riches, partageant les mêmes valeurs. N'y entre pas qui veut. Vous devez obtenir l'autorisation du groupe des copropriétaires pour être ici. Mais si on reste juste devant... Monsieur, vous devez avoir une permission. On ne veut pas vous déranger, même si on ne va pas loin. Monsieur, vous devez arrêter votre caméra. Au sud de Los Angeles, imaginée par un promoteur immobilier sans doute visionnaire, la plus ancienne des communautés fermées des États-Unis va bientôt fêter ses 50 ans. Une ville dans la ville. Ils sont plus de 9000 à habiter derrière ces murs et ces barbelés. Tom est agent immobilier. Dès qu'une maison se libère, à lui de trouver un nouvel acquéreur. D'après vous, la plupart des gens restent ici 1 an, 10 ans? Ils peuvent rester jusqu'à la fin de leur jour s'ils veulent. C'est une communauté de retraités. Là, vous avez la piscine, le sauna. Il faut avoir au moins 55 ans. Les enfants ne sont pas autorisés. Ils peuvent entrer pour des visites, mais ils ne peuvent pas rester. Ici, il y a tout. Clinique, pharmacie, salle de jeu, spectacle, amis. Mais compte tenu de l'âge des résidents, la société immobilière qui dirige la communauté ne fait pas crédit. Pour habiter à Leisure World, il faut pouvoir acheter sa maison cash. C'est un bon endroit pour vivre. Les gens sont très gentils, très rassurants pour nous. L'assistance médicale est parfaite. Aucun reproche. Sauf que parfois, ils sont peut-être un peu trop stricts. Comme les Big Mac, le modèle californien des communautés fermées s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. En Argentine, en Afrique du Sud, dans le sud de la France et l'ouest de Paris. Avec ici une longueur d'avance. Il existe ainsi déjà des lotissements avec pistes d'atterrissage privées réservées aux résidents. C'est vrai que le garage pour l'avion, tout près de la maison, c'est plutôt pratique. Aux côtés de ces communautés sécurisées, de cette tentation d'apartheid social, il y a les villas exubérantes, des très riches,
où l'imagination des architectes semble sans limite. C'est une fois passé San Diego que le paysage urbain disparaît au profit d'espaces plus aérés, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. C'est simple à comprendre. On approche de la frontière avec le Mexique. Érigé pour tenter de stopper l'immigration clandestine entre le Mexique et les États-Unis, ce mur est truffé de caméras, jalonné de miradors, bardé de patrouilles. Il mesure près de 1200 km de long, bientôt plus encore. Nous étions partis frigorifiés d'une Californie du Nord quasi déserte. Et voilà comment notre route se termine. Au soleil d'un Mexique que l'on devine plus qu'on ne voit, le long d'un mur qui voudrait s'enfoncer dans le Pacifique.